Je m'appelle André Guéret et je suis producteur de films, essentiellement de films documentaires. Alors je suis également réalisateur à l'occasion. En fait, initialement, j'aurais voulu être professeur d'histoire. Effectivement, à travers les films d'archives, je retrouve quand même l'occasion de développer une de mes passions qui est effectivement le travail historique. Alors j'aime beaucoup produire les films d'archives, des films totalement d'archives, je crois en avoir produit 8, mais des films essentiellement composés d'archives, je pense que ça dépasse la centaine. Alors, je travaille indifféremment avec les archives noir et blanc et avec les archives couleur. Ce qui me paraît important, c'est de respecter la manière dont elles ont été constituées. Je ne suis pas très chaud pour la colorisation artificielle d'archives noir et blanc, par exemple. Mais évidemment, lorsqu'on a la chance de tomber sur des archives qui ont été tournées en couleur, là, c'est un grand plaisir. Moi, je dirais que la première vigilance, c'est être sûr de leur origine et surtout ne pas les détourner, parce qu'on peut faire dire n'importe quoi à des archives. Bon, en ce qui me concerne, j'aime bien avoir les rushs de départ, parce que sur les rushs de départ, on a en général un clap avec le nom du caméraman, avec l'endroit où il filme et avec la date à laquelle il filme. On a la chance dans la région d'avoir un documentaliste qui s'est particulièrement intéressé aux archives de guerre. Il s'agit de Dominique Forget et depuis au moins 30 ans, il va plusieurs fois par an aux États-Unis, à Washington, pour répertorier effectivement tout ce qui a pu être tourné sur la guerre. C'est probablement au monde l'une des 10 personnes qui connaît le mieux ce qui a pu être tourné pendant la guerre 39-45, voire dans certains cas pendant la guerre 14-18. Alors, on trouve des archives en France, bien sûr, auprès de l'Institut national de l'audiovisuel, l'INA, mais les plus grands trésors se trouvent tout de même aux États-Unis, à Washington. Alors, là, on a parlé jusqu'à présent surtout des archives de guerre, mais il est évident qu'il y a aussi des archives de particuliers qui sont extrêmement intéressantes pour redécouvrir la vie telle qu'elle était depuis le début du XXe siècle. Et là, on peut les trouver à différents endroits. En Normandie, par exemple, on en a à la Fabrique des Patrimoines et on en a à Normandie Images. Alors, le coût des archives est extrêmement différent selon leur valeur intrinsèque et selon aussi les ayants droit. En général, en France, la moyenne des archives professionnelles pour une minute se situe autour de 500 €. En 1984, quand j'ai fait mon premier film d'archives, j'ignorais totalement que les reporters de guerre avaient filmé des kilomètres et des kilomètres sur tous les fronts. Effectivement, les films d'archives les plus précieuses que j'ai pu découvrir et que je continue à découvrir sont ces films de reporters sur tous les fronts. Les images qui sont probablement les plus fortes, malheureusement, ce sont les images des camps de concentration. Il faut dire merci aux cinéastes qui ont osé filmer des horreurs que malheureusement les négationnistes aujourd'hui contestent. Alors l'histoire d'une manière générale aide à comprendre le présent. Donc tout ce qui est historique est important pour essayer de mettre en garde. Mais c'est quand même important que quelques personnes essaient de maintenir l'éveil en fonction d'erreurs qui se sont commises dans le passé. En ce sens-là, les films d'archives ont un grand intérêt parce qu'ils permettent de toucher un public assez large et de lui rappeler qu'il y a eu des montées d'idéologie et de gens pas très désirables dans le passé qui elles aussi ont été filmées et qui permettent de témoigner de crimes du passé. Plutôt qu'un devoir de mémoire, je pense que c'est humain de faire un travail de mémoire.
Alors je suis donc en train de numériser un film Super 8 sur mon scanner. Donc là j'ai un film de 1974 et moi avec mon scanner, oui mon job c'est déjà de les enregistrer sur ordinateur et de faire en sorte que tout se passe bien et que ce qui est enregistré sur mon ordinateur soit le meilleur possible pour pouvoir ensuite les diffuser. On appelait ça un télécinéma dans le temps, mais aujourd'hui c'est un scanner qui peut numériser le Super 8, le 8 mm, le 9,5 et le 16 mm, qui est un format qu'on retrouve parfois dans l'amateur, mais on peut quand même dire que c'est un format semi-pro, voire pro selon. Alors, les films de Monsieur et Madame Tout-le-Monde sont ce qu'on appelle des films inédits, c'est-à-dire que le film qu'a fait Monsieur, il n'y a qu'un exemplaire et il est là. C'est des témoignages faits par des amateurs et la vie de famille qu'on est en train de voir là, 74, elle est intéressante à voir aujourd'hui. Ce que je fais là, ça se fait d'habitude en cinémathèque, dans des bureaux. Et en fait, en cinémathèque, on n'a jamais le filmeur, le déposant à côté de nous. Et là, avec Ofnibus, le fait d'amener tout ce matériel sur le terrain fait que je fais quelque chose d'assez unique, c'est-à-dire que je numérise la bobine de monsieur, avec monsieur à mes côtés, qui peut m'expliquer le contexte déjà. Et c'est quand même parfois assez particulier, voire assez émouvant de revoir... par exemple, des fois, c'est les enfants qui amènent les bobines de leurs défunts parents et ils ne savent même pas ce qu'il y a dessus. Donc, je vois la vie des gens défiler, littéralement, avec les gens à côté. Donc, c'est des choses assez particulières et je résumerais mon métier à faire en sorte que ces images redeviennent visibles, de les sauvegarder, parce que cette bobine est donc unique au monde. Et vos enfants, ils s'en souviennent que vous avez filmé? Enfin, oui, c'est un truc qu'ils s'en souviennent. Oui, il va s'en souvenir. Elle, non, mais... Oui, elle, il y a moins de chance. Alors moi, je m'appelle Jacques Rollin. Je viens d'un petit patelin à côté, là, Cagny. Alors j'ai ramené deux cassettes de la sucrerie de Cagny où j'ai travaillé. Et je veux pas que ça se perde, je veux que ça soit transmis, je veux pas que ça reste aux oubliettes. Et je vais en offrir une copie à la mairie pour qu'ils puissent, que les enfants des écoles regardent comment on fait du sucre. Vous avez travaillé combien de temps là-bas? Plus de 30 ans. Mais le sucre, c'est une passion. C'était une passion pour moi. Le planteur, il nous donnait un produit qu'on transformait. Au bout de la chaîne, il sortait du sucre. On fait tout avec du sucre. On fait des explosifs, on fait du carburant. C'est moi. Ouais, parce qu'il y avait un club vidéo, un artisan qui faisait des vidéos, qui venait nous donner des cours. Et à la fin, on a fait un film. Chacun partait avec son caméscope. Moi, je l'ai vu 2 fois se transformer l'usine, s'agrandir. On avait une chaudière électrique. Quand on la mettait en route, c'était l'équivalent de la consommation de la ville de Caen. Il fallait prévenir EDF qu'on allait la mettre en route. C'était une Formule 1. C'est d'une odeur. Moi, mes filles, c'est l'odeur de la sucrerie, le saccharose. Et quand ils discutent, ça leur manque. Or, il y avait des personnes qui disaient que ça sentait mauvais. Quand on voyait tous les panaches, tout ça, tout le monde, beaucoup croyaient que c'était de la fumée. Or que c'était pas de la fumée, c'était de la vapeur d'eau. Ouais, c'est oui. Non, c'est l'histoire tout un ensemble de personnes. Parce que là, vous ne pouviez pas travailler l'un sans l'autre. Tout était lié, tout était lié. Mais c'était hyper soudé. Là, c'était bien. Hein. C'était une belle époque. Là, je rencontre toujours un ancien de la sucrerie. On se raconte des histoires de la sucrerie. Vous voyez, moi, j'avais un père qui était mineur de fond. J'ai pas d'image de lui. Et moi, là, j'avais la possibilité de transmettre. Là, dans quelques mois, ça va plus exister tout. Ils sont en train de démolir les silos. Ça va plus exister. Top, c'est fini. C'est moche, hein. C'est pour ça qu'il faut transmettre. On a un devoir de transmettre. Je veux laisser une trace à mes petits-enfants. Je veux leur laisser une trace.
Moi, j'ai de la chance, j'ai mes 4 petits-enfants. Ils adorent dans un repas de famille, papy parle, des questions fusent sur n'importe quoi et ils veulent savoir. Alors ça, quand ils vont avoir chacun, ils vont être contents, hein, ils vont garder ça précieusement. Parce que quand vous pensez que j'ai pas de photos de mes grands-mères, parce que ça a été détruit pendant la guerre. Ah, et si vous n'avez pas de souvenirs, vous n'existez pas. Vous n'existez pas si vous n'avez pas un souvenir. Vous avez des souvenirs, vous, plein. Et gardez-les précieusement dans un beau sac. Mais c'est surtout, faites parler, vous avez vos grands-parents encore, faites-les parler. Et si vous pouvez l'enregistrer, enregistrez-le. C'est très important, moi je trouve, très très important. Alors je suis Margot Lestien et moi je suis plutôt sur la partie collecte, repérage de films en amont des résidences et puis un peu sur la documentation, la mise en ligne des films voilà, et le lien avec les propriétaires de films. Quand les gens appellent Ofnibus, ils tombent sur moi et c'est avec moi qu'ils discutent. L'idée, c'est de pouvoir se faire une petite idée du type de film qu'ils ont en leur possession, de collecter les premières informations sur les lieux de tournage, les époques et les thèmes, et pour pouvoir voir avec eux, d'organiser des rendez-vous, d'en savoir un petit peu plus, ou de les orienter vers d'autres structures qui pourraient prendre en charge leurs films, si ce n'est pas du tout lié à notre territoire de résidence. Le premier travail, ça va être de repérer sur un territoire, avant qu'on arrive, parce qu'on arrive dans des territoires qu'on ne connaît pas, ça va être de repérer les gens qui pourraient avoir des films, de faire tourner un petit peu l'information et de repérer les associations patrimoniales, les anciens caméra clubs, les anciens magasins de photos, enfin trouver un peu tous les profils comme ça qui reviennent de commune en commune, de gens susceptibles d'avoir des films ou de connaître des anciens des villes ou des villages qui pourraient nous amener, l'air de rien, à des bobines qui traînent dans des greniers ou dans des caves. Nous, on a une époque, on part des années 20, le début du film amateur, jusqu'aux années 90. Il y a aussi la notion de... On a encore des gens qui sont là pour nous raconter ce qu'il y a sur les films. Et ça, c'est très important parce qu'une bobine toute seule, sans contexte et sans information, eh ben, ça ne nous dit pas forcément toujours grand-chose. Donc l'urgence, elle est aussi un peu là, c'est de pouvoir collecter les informations qui vont avec pendant que les gens sont vivants. Voilà, vraiment la grosse partie des films qu'on collecte sont des films de famille. Il y a des cinéastes amateurs aussi qui ont eu des vocations un peu plus documentaires, qui ont vraiment voulu retracer l'histoire, qui ont conscience en fait quelque part de saisir quelque chose qui peut-être va disparaître, la disparition des vieux métiers, et qui se sont dit qu'il était temps de les filmer avant que ça disparaisse. Voilà. Là, c'est vraiment de se dire qu'on s'intéresse à l'histoire des gens qui font le territoire. On n'est pas dans des grands événements publics, on n'est pas sur des personnalités connues des territoires, on est vraiment sur les habitants. Et à travers eux, de pouvoir étudier l'évolution d'une ville, d'un département, d'une région, et leur dire que toutes ces petites histoires, elles racontent vraiment l'histoire d'un lieu. Moi, ce qui me touche tout particulièrement, au-delà des images, c'est qu'on crée un lien avec les gens et qui perdure finalement au-delà des résidences. En termes d'archives, en tout cas quand on parle d'archives audiovisuelles, il y a un chemin parcouru qui est énorme. Des premières cinémathèques régionales en Bretagne qui ont commencé à collecter cette matière à aujourd'hui, où vous voyez sur les écrans de cinéma, à la télévision, dans les documentaires, une multitude de documents d'archives personnelles, privées. On voit le chemin qui a été parcouru en une trentaine, quarantaine d'années, c'est assez spectaculaire. Évidemment, des archives, il y en a énormément, tout ne peut pas être sauvé. Et il y a une sélection qui se fait malgré nous finalement, avec ce qui finit par arriver au sein des structures. Avec les enfants, c'est chouette. Même avec les grands. Je les fais. Alors, je m'appelle Stéphanie Ange, je suis coordinatrice de l'association Ofnibus. Ofnibus, c'est pour objets filmiques non inventoriés et bus parce qu'on est itinérant. C'est une association qui a pour objectif de venir en aide aux structures de conservation de la mémoire filmique des territoires, donc à la fois les cinémathèques et les archives départementales. Parce qu'on a fait le constat que sur le territoire, il y a une grande inégalité de couverture en fait, de ces structures. L'idée, c'était vraiment de venir en renfort. C'est de venir accompagner les personnes qui ont pu filmer pour qu'elles sachent où leurs films peuvent être conservés
Et c'est aussi de sensibiliser l'ensemble des publics pour les convaincre que la mémoire filmique, donc les images amateurs, les images intimes de tout un chacun, mises bout à bout, elles font patrimoine commun. Mais l'archive, en fait, elle devient archive à partir du moment où la personne qui avait son propre document personnel le confie. Pas vraiment un temps qui fait qu'un document devient archive. Il y a vraiment cette passation du passage du privé au document public. L'archive, c'est ce qui reste en fait, c'est-à-dire c'est un peu triste, mais on a besoin de perdre des choses pour se rendre compte de la valeur de ce qui va rester. Et cette année, les archives départementales du Calvados ont eu envie de travailler avec nous. On est toujours soutenus par la DRAC et on a eu très vite l'engouement de Seul, Terre et Mer et de Valais-Dune pour travailler avec eux. À savoir qu'on vient chez eux pendant 6 jours, 2 fois 3 jours sur 2 communes ou 2 communautés de communes, montrer au grand public l'ensemble de la chaîne de travail sur l'archive audiovisuelle, qui est une chaîne qui d'habitude on ne voit pas en fait. Le film amateur, c'est un média qui est génial en fait à découvrir, ça se partage très bien. C'est aussi un excellent objet pour faire de la médiation notamment. C'est la partie la plus sympa, c'est de pouvoir transmettre à des gens de tous âges, de transmettre un petit peu ce qu'on sait. Quand on reçoit donc les publics scolaires de tout âge, l'idée c'est d'abord leur faire découvrir des formats, des objets qu'ils n'ont jamais vus, de leur projeter un petit dessin animé en 8 mm par exemple pour qu'ils se rendent compte de ce que c'est qu'un film muet de 3 minutes en noir et blanc et qu'est-ce que ça a comme implication de devoir sortir le matériel pour le visionner par rapport à aujourd'hui. On essaye de parler de contenu, qu'est-ce qu'on peut trouver dans le film inédit, donc dans tout ce qui n'est pas sorti au cinéma. Et puis on essaye de les interroger sur qu'est-ce que c'est que la notion de territoire, c'est quoi leur territoire, qu'est-ce qu'on essaye de rassembler comme matière ensemble. À Caen, il y a la Fabrique de patrimoine en Normandie qui avait déjà beaucoup collecté, mais qui n'avait pas forcément fait le lien jusqu'à la conservation des éléments originaux. Donc l'idée c'est vraiment de partir de la collecte, la documentation, la numérisation, la valorisation, que les gens puissent voir tout de suite un extrait de ce qu'ils ont pu apporter, et surtout de sensibiliser à la conservation, donc avec les archives départementales qui peuvent faire ce travail sur le long terme. Les gens qui nous apportent leurs images doivent être d'accord pour que ces images fassent patrimoine commun, c'est la première chose. À partir de ce moment-là, en fait, ils acceptent que ces images puissent être vues. Comme on est financé par la DRAC, il y a une nécessité de mise en ligne de ces images, donc il faut qu'ils soient vraiment bien d'accord, conscients que l'objectif c'est que tout le monde puisse y accéder. Voilà, chaque personne vient proposer tout un tas d'éléments constitutifs de leurs existences et partager, mise en commun, ça donne une sorte de photographie du siècle dernier, alors avec plein de trous, mais plein de petites images aussi. L'idée, c'est vraiment de les montrer immédiatement. Donc, sur chaque territoire, on invite des artistes du territoire à venir apporter leur regard sur ces images. Donc, régulièrement, on a des comédiens, des musiciens, musiciennes. On a une circassienne qui nous a rejoints donc, pour tout de suite valoriser ces images et les mettre en son, comme très souvent elles sont muettes. Et cette fois-ci, c'est la première fois qu'on accueille un réalisateur, donc Jonathan Perru, qui nous rejoint pour apporter son regard jusque dans le montage et créer quelque chose donc, à partir de cette matière première. Donc, je suis Jonathan Perru, je suis ici en qualité de monteur, réalisateur. Pendant 3 jours, des gens viennent avec des documents personnels, et, les font numériser. Et à l'issue de ces 3 jours, il y a une restitution, il y a une projection publique. Donc là, c'est moi qui suis en charge de faire cette sélection et de monter, articuler autour de la campagne, la ville, même s'il y en a assez peu finalement, la mer, très présente, et la fête aussi, puisque finalement, on sortait les caméras aussi pour les grandes occasions. Je découvre ici, comme toute l'équipe d'Ofnibus, les images qui nous ont été apportées sous forme de bobines ou de cassettes issues de fonds familiaux. Là, c'est vraiment une immersion dans des archives de famille avec des décors qui reviennent très souvent au fil des saisons. Ça a des valeurs parfois, on va dire, ethnographiques, et puis parfois il y a juste quelque chose de l'ordre du souvenir qui est attaché. C'est vraiment fort intéressant. Et il y a des choses, on s'identifie forcément à ces moments-là. Nous aussi, on vient de famille, nous aussi, il y a eu des repas de famille, des moments un peu marquants comme ça. Et il y a des corvées de pommes, j'en ai fait quand j'étais petit aussi. Je trouve que ça nous lie aussi à différentes époques, c'est-à-dire qu'on s'identifie à ces familles-là. On pourrait tout à fait être dans ce genre d'images-là, soi-même.
Moi, je n'ai que des images sans son et je serai accompagné d'un musicien pendant la projection. Donc ça, c'est très chouette aussi. Donc ce soir, toutes les personnes qui nous ont apporté des films, plus c'est aussi ouvert au grand public, vont pouvoir bien découvrir ces images-là et les voir agencées ensemble, sans aucune autre forme de lien que ce sont des choses qui parlent du Calvados, qui se passent dans le Calvados entre les années 20 et les années 90.